Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 15 mars, voici les titres de l'actualité. 20 000 emplois, c'est ce que pèse en Vendée la métallurgie, un secteur qui peine à recruter des candidats alors que les entreprises ont de réels besoins. Certaines ouvrent donc leurs portes ces jours-ci pour changer l'image de la métallurgie. Reportage au début de cette édition. Le Vendée Globe, J-235 avant le départ. Les skippers sont en pleine préparation de leur bateau. Celui de Vincent Rioux a été remis à l'eau ce mardi. Et puis nous prendrons des nouvelles de Jeff Pelé. Vous le verrez, pour être autorisé à participer à la course, certains éléments de son monocoque ont dû être radiographiés. Et puis à la direction à la fin de cette édition, le zoo de Mervan. Il accueille depuis quelques jours 2 nouvelles pensionnaires, 2 femelles guépards âgées d'à peine 2 ans. Rencontre en avant-première, elles ne seront visibles par le public que dans quelques semaines. Mais on commence d'abord ce journal avec cette confirmation à propos de Notre-Dame-des-Landes. Le référendum sur le projet d'aéroport ne concernera bien que les habitants de Loire-Atlantique. Précision faite ce mardi par Manuel Valls qui confirme également que le vote aura lieu en juin, sans préciser la date. La Vendée et les autres départements des Pays de la Loire et de Bretagne qui avaient demandé à participer à ce référendum ne seront donc pas consultés. Yves Auvinet le regrette, le président du département soutient le projet à condition qu'un nouveau franchissement de la Loire soit réalisé. Moi, j'avais fait partie de ceux qui disaient qu'il m'apparaissait logique que ce référendum s'appuie sur les territoires qui sont concernés par directement par cet investissement, c'est-à-dire la Bretagne et la région Pays de la Loire. Bon, moi je prends acte que ce sera sur la Loire-Atlantique, mais je précise aussi que la Vendée a toujours défendu ce projet avec une réserve d'accessibilité facile vers ce nouvel investissement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Réaction recueillie par Sandrine Pelletier. Dans un communiqué, le président de région dit également prendre acte de la décision. Bruno Retailleau souhaite que le résultat permette de lancer, je cite, un projet essentiel pour le développement des Pays de la Loire. Manuel Valls, c'est le gouvernement qui fixe toujours avant l'été l'adoption de la loi travail. Des modifications du texte ont été présentées ce lundi. Plusieurs points critiqués ont été supprimés ou modifiés. Des changements qui vont dans le bon sens pour la CFDT qui est prête désormais à soutenir le texte. Il s'agit en revanche d'un recul pour le MEDEF de Vendée. Dès le départ, on était opposé à ce texte, mais avec des propositions. Donc aujourd'hui, tout ce qui ne nous allait pas a été retiré de ce texte. Et puis les propositions qu'on a faites ont été retenues en partie. Donc aujourd'hui, on peut dire effectivement, oui, on est plutôt satisfait de l'action de la CFDT sur ce texte-là, avec un seul objectif, toujours, celui de donner encore plus de droits aux salariés. Pour nous, c'est un recul réel. C'est un recul beaucoup pour les petites entreprises, puisque je dirais que ce problème de négociation directe, notamment des dirigeants avec leurs salariés, pour pouvoir mettre en place des horaires différents ou un temps de travail adapté avec une flexibilité, c'est quelque chose qui pour nous est impératif. Et de leur côté, plusieurs organisations syndicales maintiennent leur mobilisation pour demander un retrait complet du projet de loi. C'est le cas de FO, Solidaire, la FSU et la CGT qui appellent à une journée de mobilisation ce jeudi dans le département. La semaine de la métallurgie vient de débuter, un secteur qui embauche 700 recrutements l'an dernier dans le département, mais qui peine à trouver des candidats en raison d'une mauvaise image. Alors pour casser les idées préconçues, plusieurs entreprises du département s'ouvrent à la visite afin de montrer que la métallurgie est accessible à tous. Exemple avec Idem 85, implantée à Sainte-Florence, une entreprise particulière car elle n'emploie que des personnes handicapées. Reportage Élodie Pépin. Travail à la chaîne, environnement bruyant, l'industrie pâtit de sa réputation d'autrefois. Alors pour casser les clichés, cette dirigeante d'entreprise vendéenne ouvre les portes de sa société. Les métiers de l'industrie ont eu trop longtemps une connotation d'être réservés aux jeunes qui étaient en difficulté scolaire, puisqu'on leur disait, il y a quelques années, si tu travailles mal, tu vas aller travailler à la chaîne ou des choses comme ça. Donc je dirais que ça a donné une mauvaise image des métiers de l'industrie, sachant que je dirais que les conditions de travail ont énormément évolué et ça ne ressemble pas à ce qui se passait il y a 50 ans, loin de là. Et parmi les clichés qui collent à la peau à la métallurgie, les tâches répétitives. Antonio travaille ici depuis 8 ans et pour lui, cette idée est totalement fausse. On ne fait pas toujours la même chose. Il y a des choses nouvelles. Et ça, j'adore ça. Voilà. J'adore les choses nouvelles. Il faut
un peu plus sophistiqué, plus attention. J'aime bien ce côté. Antonio l'affirme, il est heureux au travail. Car comme la totalité des 30 salariés que compte l'entreprise, il est reconnu travailleur handicapé. Alors pour trouver un emploi, il a eu quelques difficultés. Mais la métallurgie lui a ouvert les portes. Ça m'a changé complètement ma vie, 100%. On a besoin de travailler et je trouve que le travail aide beaucoup. On se sent en liberté. Voilà, on ne dépend pas d'une assistance des gens. On vit normalement. C'est ça c'est important. Changer l'image de la métallurgie et du même coup le regard du grand public sur le travailleur en situation de handicap, c'est ce que souhaite Valérie Gourmel-Roux. Car dans ce secteur, les besoins en main-d'œuvre sont importants. Selon une étude menée par Pôle emploi, 115 000 à 128 000 recrutements par an sont prévus d'ici 2020. Alors une chose est sûre, il y aura de la place pour tout le monde. Une nouvelle distinction pour Jérémy Girardot. Ce jeune homme originaire de Nieul-le-Dolan avait remporté le titre de meilleur jeune boulanger de France. Nous vous en avions parlé dans ce journal. Eh bien, il vient de recevoir un nouveau trophée, le Rabelais des jeunes talents 2016. Une récompense décernée ce lundi au Grand Rex à Paris. Au total, une trentaine de jeunes professionnels de toute la France a été distinguée. Quoi de mieux qu'une plongée dans le noir pour appréhender le quotidien des personnes non-voyantes ? C'est l'expérience que viennent de vivre des enfants de l'école Flora Tristan de La Roche-sur-Yon. Ils ont déjeuné dans le noir complet, une manière pour eux d'apprendre à se servir de leurs autres sens, comme l'odorat ou le toucher, et de les sensibiliser aussi au handicap de certains de leurs camarades. Pierre Dalicieux. Ces élèves ne sont probablement jamais arrivés à la cantine aussi lentement. Accompagnés par la maîtresse, première difficulté, arriver à s'asseoir. Manger dans le noir, ces élèves s'y étaient préparés depuis plusieurs jours. Mais une fois plongés dans l'obscurité, les premières difficultés commencent. Difficile, des fois je cherche avec ma fourchette. Se servir avec le pichet d'eau. J'arrive pas trop à sentir l'assiette. En fait, j'ai mis des brocolis sur mes lunettes. Et oui, pas facile d'adopter les réflexes des non-voyants. Mais petit à petit, avec la vue en moins, les autres sens viennent en renfort, naturellement, chez les enfants, mais aussi chez les plus grands. Quand on est en classe, c'est surtout la vue, on les repère vite. Sauf quand on a le dos tourné, mais là c'est à la voix, même ceux qui sont à l'autre bout, je les reconnais au niveau de la voix, parce que quand on a vécu une année avec eux, on les reconnaît. Et ça fait bizarre parce que c'est qu'on n'a plus la vue, donc on a le toucher et l'odorat. Un exercice bien sûr pour sensibiliser ces jeunes qui côtoient dans leur école d'autres enfants de leur âge malvoyants. L'objectif, favoriser les échanges, surtout hors de la classe. Ça peut les rapprocher et même qu'ils se rapprochent aussi dans la cour et qu'il y ait une vraie intégration et un vrai échange entre eux. C'était une action forte pour qu'ils aient une marque, je dirais, à vie. C'est pas une activité qu'on a l'habitude de faire et j'espère qu'ils s'en souviendront et surtout pourquoi ils ont fait ça. Un repas unique qui ne laissera pas indifférent, avec un des 5 sens en moins pendant quelques dizaines de minutes. Ici, on espère faire germer une qualité parfois mise un peu de côté, la tolérance. Parlons de sport à présent. J-235 avant le départ du Vendée Globe. Les skippers sont maintenant entrés dans une phase intense de préparation. Étape importante par exemple ce mardi pour Vincent Rioux. Son bateau PRB a été remis à l'eau dans la matinée à Port-la-Forêt. Et l'une des informations, c'est qu'il n'aura pas de foils. Ce sont ces pièces qui sont ajoutées sur les bateaux et qui leur permettent presque de planer. Vincent Rioux n'est pas convaincu par toutes les études. Vincent Rioux qui participera à plusieurs courses avant le Vendée Globe. Avant le Vendée Globe au printemps, on va participer à The Transat, la Transat anglaise en solitaire, et puis après une nouvelle Transat du circuit IMOCA qui s'appelle New York les Sables d'Olonne. Donc New York, un lieu mythique pour le départ d'une course sous la Statue de la Liberté, et les Sables d'Olonne pour se donner un avant-goût d'automne, un avant-goût de départ de Vendée Globe. Ils sont pour le moment 29 skippers inscrits pour prendre le départ du Vendée Globe le 6 novembre. Parmi eux, le Sablais Jeff Pelé. Il poursuit sa recherche de partenaires pour boucler son budget. Et dans le même temps, il s'attelle lui aussi à la préparation de son bateau qui sera remis à l'eau dans les tout prochains jours. Aurélien Huard est allé le retrouver au Sables d'Olonne.
Encore quelques jours de chantier hivernal pour Comines Vendée. Le bateau a été déquillé, dématé et installé sur le port de commerce des Sables d'Olonne. Un chantier sur lequel travaillent uniquement des volontaires. Entre 3 et 6 personnes sont présentes en permanence. Je pense qu'ils travaillent beaucoup plus que moi sur le bateau, parce que moi je cours toujours en premier rendez-vous, ramener le matériel pour le bateau et gérer un petit peu, superviser tout le chantier. Donc ils travaillent beaucoup plus que moi sur le bateau. Après il y a d'autres intervenants qui vont arriver pour fignoler tout ce qui est électricité et électronique, donc ça c'est important. Et après toutes les grandes tâches, je dirais, tout ce qui a été ponçage du pont, de la coque, de la carène, tout ça c'est des volontaires qui ont fait ça. Et tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font avec grand plaisir. Donc il y a une très bonne ambiance sur ce petit chantier hivernal, donc c'est plutôt sympa. La coque et le pont ont été préparés en vue d'une nouvelle décoration. Le travail principal reste la révision globale du bateau. Certaines pièces doivent même être radiographiées. C'est le cas du mât et de la quille. L'organisation du Vendée Globe, mais aussi les assurances, exigent ces contrôles de fiabilité. Pour le mât, un système d'ultrasons permet de détecter la moindre fissure. Donc là, je vais faire du contrôle par ultrasons. C'est-à-dire qu'en fait, je sonde un petit peu la matière pour voir si jamais il y a une bonne santé. J'émets une onde via ce palpeur en fait, qui va se réfléchir au fond de la pièce. Donc le but, c'est vraiment d'obtenir l'ensemble des éléments permettant de pouvoir statuer sur la conformité ou non de la pièce. Pour la quille, c'est un dispositif radioactif, plus complexe et plus lourd qui est mis en œuvre. Depuis le début du chantier, Jeff Pellet et son équipe n'ont pas eu de mauvaises surprises. Le bateau, qui aura 20 ans au départ du Vendée Globe, retrouvera son milieu naturel aux alentours du 20 mars. Au chapitre Solidarité, les Restos du Cœur dressent un bilan satisfaisant de la collecte de ce week-end. Plus de 100 tonnes de produits ont été collectés. Un chiffre identique, voire légèrement meilleur que l'an passé. Ces denrées alimentaires doivent permettre de venir en aide aux personnes en difficulté durant la campagne d'été des restos. Et puis l'art peut aussi servir la générosité. À Mouilleron-le-Captif, l'association Artistes pour l'Espoir a réuni 24 peintres et sculpteurs. Leurs œuvres sont exposées et mises en vente à des prix préférentiels. L'objectif est de collecter de l'argent pour financer les activités de 2 organisations à but humanitaire. Il s'agit cette fois de Pharmaciens sans frontières qui mènent notamment des actions au Bénin et puis l'association Clown et Vie qui intervient dans les hôpitaux auprès des enfants malades. On défraie les kilomètres des clowns, donc on n'a pas toujours les moyens, donc on a vraiment besoin d'argent et aussi on aimerait bien en faire plus parce qu'on a des demandes aussi, on a d'autres demandes à satisfaire et aussi un local. On contribue à aménager les dispensaires d'une façon correcte, surtout pour les salles d'accouchement. Donc on contribue à aménager les constructions, à amener l'eau aussi. L'exposition Artistes pour l'Espoir est visible tous les jours au foyer rural de Mouilleron-le-Captif jusqu'au 28 mars. Elle s'appelle Sophie et Kébibi, ce sont les noms des 2 nouvelles pensionnaires du zoo de Mervan. Ces 2 femelles guépards sont arrivées il y a quelques jours. Elles viennent rejoindre les quelques 300 animaux que compte le Nature Zoo. L'arrivée de ces guépardes s'inscrit dans le cadre d'un programme européen de préservation de l'espèce qui est menacée dans son milieu naturel. Grégoire de Châtillon. Donc là, on va se rendre dans le bâtiment des guépards. On a 2 femelles qui sont arrivées il y a 24 heures. Donc on va aller prendre de leurs nouvelles et voir comment elles vont. L'une arrive d'Angleterre, l'autre de Hollande. Les guépardes ne se connaissent pas. Elles ont été placées dans 2 boxes séparés. Voici Kébibi, la plus sauvage. Kébibi. On va aller voir la plus calme, donc Sophie. Doucement, doucement. Sophie et Kébibi, qui fêteront leur 2e anniversaire en avril et mai prochains, vont alors, l'une face à l'autre, s'habituer à leur nouveau lieu. Et après, on va pouvoir faire en sorte qu'elles deviennent copines. Donc on les mettra ensemble dans le bâtiment avant de les sortir dans l'enclos, ce qui devrait être du coup le cas pour les vacances d'avril. L'arrivée de ces guépards, c'est à la fois une nouvelle famille de félins au sein du zoo, mais aussi pour le parc, un programme d'élevage européen car l'animal s'avère être en forte diminution dans son milieu naturel. Pour Sophie et Kébibi, le zoo leur prépare alors un enclos plutôt confortable.
Donc là on est sur une étendue qui fait un petit peu moins d'1 hectare pour les 2 femelles guépards qui vont évoluer cette année au Nature Zoo de Mervan. Donc on n'a pas fait les choses à moitié, ce qu'on fait depuis la réouverture du parc. Là l'espace va être encore un peu plus aménagé avec des structures, des gros rochers, des arbres, etc. pour leur permettre d'avoir aussi des enrichissements que les soigneurs pourront mettre au fur et à mesure des saisons pour elles. Elles rejoindront alors au sein du zoo cette famille de lions au complet ainsi qu'une tigresse de Malaisie. Bibi et Sophie gambaderont, elles, dans leur nouvel espace, c'est sûr, pour les vacances de Pâques. On jette un coup d'œil à la météo. Début de journée un peu moins agréable ce mercredi avec des nuages le matin, quelques gouttes de pluie possibles. Retour des éclaircies dans l'après-midi, les températures 4 à 6 pour les minimales, 11 à 13 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Les programmes continuent sur TV Vendée. Cette semaine, dans Portrait d'artiste, Aïda Valceanu reçoit la compagnie Gribouille et Tourniquette qui présente des spectacles pour enfants. Émission à retrouver ce mercredi à partir de 20h. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.